Les top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Virbac? C'est la question à laquelle on va répondre en se basant sur les informations que nous avons présentement concernant le quatrième trimestre 2022. Donc, les informations sur le chiffre d'affaires, bien sûr. Donc, on va essayer de voir ici si on reste sur la même tendance que la dernière vidéo qu'on avait effectuée ici sur le troisième trimestre. OK? Donc, où on était plutôt aux alentours de, on se dit que l'entreprise était correctement évaluée, même si le prix était généralement aux alentours de 280 euros par là. En date d'aujourd'hui, nous sommes à combien en termes de prix? Nous sommes aux alentours de 266 euros. OK. So, qu'est-ce qui va changer? Donc, on va lire ça rapidement ici. Donc, quand deux acteurs d'un même secteur, donc les deux seuls d'ailleurs à la Bourse de Paris, donc ici on parle de Vetoquignol et de Virbac, Vetoquignol dont on a parlé tantôt tout à l'heure, publient au même moment leur chiffre d'affaires annuel, les investisseurs ne peuvent bien entendu s'empêcher de comparer, c'est normal, et d'arbitrer. So, je peux déjà vous dire ici que moi, quand j'ai regardé les résultats financiers de Vetoquignol, et quand j'ai regardé les résultats le communiqué de presse de Vetoquignol et le communiqué de presse de Virbac, j'ai plus apprécié celui de Virbac, pas au niveau des chiffres, mais plutôt au niveau de la présentation. Parce que sur Virbac, on me donne plus d'informations que sur Vetoquignol. Virbac, j'ai l'information concernant, je ne sais pas moi, au niveau des produits d'élevage, qu'est-ce qui s'est passé? Et produits d'élevage, quel niveau? Le porc, la volaille, l'aquaculture, donc quel type de produit d'élevage? Ici, on mentionne que voilà, il y a eu une baisse ici par rapport à un produit qui a été voilà, suspendu pour pour les antibiotiques et parasites, pour les animaux comme les produits d'élevage comme le saumon. C'est pour ça qu'on a 16% en moins. Or, pour la compagnie qu'on appelle Vetoquignol, je n'ai pas ce genre d'informations, c'est pas aussi fluide. Donc, quand vous voyez déjà ce genre de différence-là, dites-vous qu'il y a une qui essaye de cacher les informations, il y a une autre ici qui vous donne le maximum d'informations possible. Donc, même si j'appréciais du Vetoquignol, d'accord, je pense que si je dois investir dans une compagnie, ça sera peut-être Virbac, tout simplement à cause de la présentation. J'ai plus d'informations sur lesquelles je peux travailler. D'accord? Donc, il ne faut pas avoir une comptabilité, parce que moi, je suis un actionnaire, je suis à l'extérieur. J'ai besoin du maximum d'informations possible pour prendre la meilleure décision possible. D'accord? Donc, quand je reçois ce genre d'informations-ci, je n'ai pas les moyens d'engager un bureau d'analyse pour aller fouiller, etc. Donc, l'entreprise doit me donner le maximum d'informations possible. Et s'ils ne sont pas aussi, s'ils ferment certaines informations, ou bien s'ils ont une communication fermée, comme celle de Vetoquignol, ça ne va pas m'intéresser. Donc, c'est pour ça qu'il faut souvent comparer les entreprises qui sont dans le même secteur d'activité et essayer de voir même ces entreprises-là. Elles font la même chose, mais une présente mieux, donne plus d'informations par rapport à ce qu'elle fait que l'autre. Donc, je préférerais celle qui présente plus d'informations, même si elle est à un niveau assez élevé. C'est chose que on va vérifier sur VBAC tantôt tout à l'heure. Donc, déjà, au niveau de la présentation, j'ai bien aimé. OK? Au-delà des chiffres. So, on continue ici. Donc, on peut pas s'empêcher de comparer et d'arbitrer. À ce petit jeu, le grand gagnant de cette séance de jeudi est Virbac et le perdant est Vetoquignol. Quand le premier gagne plus de 4%, le second plonge de 10%. À l'heure, ça a été écrit. Je mentionne également que la dernière fois qu'on a fait une vidéo sur Virbac, c'est parce qu'elle perdait 11%. Donc cette variation de tous les jours, c'est pas ça qui nous intéresse. En réalité, déjà, si on a moins 11% en une journée, il faut déjà se poser la question si elle méritait déjà un prix plus élevé que ça. Si on a moins 11% et qu'on se rend compte déjà que l'entreprise était sous-évaluée, bah, tu dors sur tes deux oreilles encore. Donc ici, c'est la question qu'il faut souvent se poser. C'est pas trop la variation de la journée, ça n'intéresse pas grand monde. Un investisseur ne s'intéresse pas aux variations journalières, sinon vous allez avoir mal à la tête. Regardez votre entreprise, si vous voulez vous regarder les courbes de l'action, les courbes par exemple, regardez-les sur 3 mois, d'accord, ou bien sur chaque 3 mois par exemple, avant de prendre peut-être une décision, parce que ça ne va pas trop varier. Quand une entreprise ici, quand il y a, comment on appelle ça, quand les gens sont pessimistes sur une entité ici, voilà, ils le sont pendant une longue période de temps. Donc, vous pouvez, voilà, si vous regardez de manière journalière, il ne faut pas avoir peur par tous les jours. Si on perd moins de 10%, posez-vous la question de savoir est-ce que c'est sous-évalué ou surévalué. Point barre, depuis le départ, d'accord? Je sais parfois que certaines entreprises peuvent faire du moins 50% la journée, vous n'allez pas attendre 3 mois pour les regarder. Donc, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'elle a annoncé qui a bien pu faire peur au marché. C'est la question qu'il faut qu'on se pose et on se demande si c'est durable ou pas. Donc, pour Virbac, les voyants sont, il est vrai, repassés au vert, avec un quatrième trimestre particulièrement dynamique et supérieur aux attentes des analystes. Sur les 3 mois, la société a dégagé près de 295 millions d'euros de facturation, en forte hausse de 19% en données publiées et 15,9% en comparable. Ports Impact ne visait que 267 millions de revenus et le consensus à 252. L'écart avec nos prévisions provient intégralement du segment production, 41% de l'activité, que nous anticipions en net repris à 2 chiffres et qui affiche au contraire une belle progression à 9,1% à périmètre, taux de change constant grâce aux antiparasitaires et gamme nutritionnelle pour bovins. Donc, les analyses ne sont pas des choses qui sont gravées dans la roche. OK? Donc, il y a toujours des surprises. C'est pour ça qu'à la fin de la journée, on se fie essentiellement à ce que le management mentionne
au trimestre, d'accord? Donc, on peut vous dire ici que oui, on s'attend à 5 milliards, mais j'attends voir le 5 milliards avant de croire aux 5 milliards. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas dire, je ne vais pas m'asseoir là et dire, OK, voilà une entreprise qui aura 5 milliards dans 6 mois. Oui, je sais également que dans 6 mois, ça ne peut peut-être pas arriver, donc c'est pour ça que je dois garder une certaine marge de sécurité. D'accord? Il faut faire attention. Ce n'est pas gravé dans la roche, surtout en termes de prévision. La seule chose qui est certaine, c'est ce que vous avez aujourd'hui. OK? Donc, euh, Pet food et dentaire, pet food, dentaire et vaccins en fer de lance. Le segment des animaux de compagnie, 59% restant, lui continue d'observer une belle dynamique commerciale avec une croissance, on parle de Virbac, d'accord, une belle croissance annuelle de 18% grâce à de belles performances maintenues dans plusieurs gammes comme le pet food, les produits dentaires et les vaccins pour chiens et chats. Environ 2 points étant à mettre sur le compte d'un effet de stockage des vétérinaires avant une augmentation des prix anticipée cette année. Donc, il y a une augmentation des prix qui aurait également une incidence sur le premier trimestre ici. Ils ont mentionné également cela dans les rapports financiers, ce qui est une bonne chose. Souligne encore le bureau de recherche. L'autre bonne nouvelle vient des marges. L'objectif de marge opérationnelle est maintenant ajusté en haut de la fourchette à 15% à taux de change constant contre entre 14 et 15% auparavant. Pas grande différence. Le groupe va se désendetter plus rapidement que prévu, c'est une bonne chose, de 35 millions d'euros, j'aime ça, contre 30 millions précédemment. Les prévisions 2023 sont-elles inchangées, d'accord? Soit un chiffre d'affaires en hausse de 4 à 6% pour une marge opérationnelle de 13 à 14%. Paul Zampar reste à l'achat pour viser 320 euros, donc, d'accord, soit un upside de 22% par rapport au cours actuel, compte tenu d'une décote d'environ 20% en valeur d'entreprise sur résultats opérationnels par rapport à une moyenne historique de 15 ans qui ne reflète clairement pas la qualité des fondamentaux. Ok, ça j'aime ça. Pas dans le fait que, voilà, ils me mentionnent que c'est 320 euros, non. Ils me disent quel est le calcul qu'ils ont utilisé ici. Donc, ils voient résultat opérationnel. Donc, résultat opérationnel, est-ce que c'est EBIT ou bien c'est EBITDA? Donc, je prends ici, disons que résultat opérationnel ici, c'est EBIT, d'accord? Donc, ça veut dire que quand je prends du Virbac, ils m'ont dit que l'EBIT est inférieur à la moyenne sur 15 ans. OK. Donc, je prends Enterprise Value sur EBIT. OK. Je le prends ici, disons, les 12 prochains mois pour prendre en considération les attentes de 2023. On regarde qu'est-ce que ça va nous donner comme information ici. Tout en, voilà, on a 12,13 fois, d'accord? Et ils disent ici que c'est un plus bas sur les 15 dernières années, d'accord? Donc, quand on prend la médiane un tout petit peu ici, voilà, sur les 15 dernières années ici, on était à peu près à 2007 par là, si je ne me trompe pas. Donc, on va dire 2007 parce que voilà, si on s'arrête à 2022. Donc 2007, oui, d'accord. Donc c'est à peu près à ce qu'on a vu en 2007 par là. Ok, c'est bien. Mais ça, c'est par rapport à la moyenne de l'entreprise. C'est vraiment par rapport à la moyenne de l'entreprise. Il faut souvent également prendre la moyenne de l'industrie en général, mais je vous assure que si vous prenez la considération de la moyenne de l'industrie, vous allez voir, surtout avec Zoetis, vous allez avoir des surprises parce que Zoetis a des niveaux très, très élevés. Donc, il faut souvent faire attention. Est-ce qu'un EBIT de 11 fois les bénéfices, c'est trop élevé? Je dirais que non. Aujourd'hui, quand je regarde du Virbac, l'entreprise, à mon avis, est correctement évaluée. Je vous assure, en regardant juste ça comme ça, je sais qu'elle est correctement évaluée. La valeur d'entreprise sur EBITDA en moyenne, elle est dessus 10 par là, en moyenne pour la plupart des entreprises qui sont dans les segments autres que la finance, la finance en général, les rates, d'accord, donc l'immobilier et les compagnies minières autres. Donc ces compagnies-là sont particulières, il faut les enlever. OK? Donc, pour le reste, ici, la plupart, c'est aux alentours de 10 fois les EBITDA par là. Mais attention, ça dépend également des perspectives d'avenir, ça dépend également de la taille de l'entreprise, etc. Donc, il peut y avoir des nuances ici. Mais pour Virbac, elle peut clairement s'échanger à 10 fois les bénéfices. Donc, je dirais qu'en date d'aujourd'hui, elle est correctement évaluée. Je ne dirais pas qu'elle est surévaluée. Donc, le 320 dollars qu'ils attendent ici, eux, ils se disent que bon, c'est parce que voilà, on est à un niveau bas par rapport à ce qu'on a eu sur les